Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un spécialiste de l'immigration. Vous avez signé en 2020 chez Robert Laffont Ces réalités qu'on nous cache. Vous avez un discours qualifié plutôt de dur sur ces sujets. Or, l'immigration s'impose comme un thème de pré-campagne. C'est intéressant de vous entendre. Et vous êtes bien sûr directeur de campagne de Valérie Pécresse, candidate à la présidentielle, qui précisément va sans doute placer l'immigration en tête de ses priorités. On va le voir. D'abord, dernier vol, avec à son bord des réfugiés afghans. Hier, à Villacoublay, Emmanuel Macron était l'invité de TF1. Il veut continuer à pouvoir faire évacuer des réfugiés afghans à Kaboul, de Kaboul. C'est contestable? Non, ça n'est pas contestable, mais ce qui m'a frappé hier dans le propos du président de la République, c'est deux choses. D'abord, c'est sa prudence sur le diagnostic qu'il porte sur ce pays, sur ce que sont les talibans aujourd'hui. Mais je ne suis pas certain qu'on attende du président de la République de la prudence. On attend d'abord de sa part de la vigilance, et ça n'est pas la même chose. Et deuxièmement, je l'ai trouvé sur le sujet que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire sur le nombre d'Afghans qui resteraient à évacuer, soit parce qu'ils ont collaboré avec la France, soit parce qu'ils ont été ce qu'on appelle des combattants de la liberté. Je l'ai trouvé très imprécis. Il nous a dit entre plusieurs centaines et plusieurs milliers. C'est pas du tout la même chose. Par ailleurs, les solutions que le président de la République a développées hier soir, elles suscitent un certain scepticisme pour les gens qui connaissent à la fois les questions migratoires et les spécialistes de géopolitique ou de géostratégie. Vous parlez de quoi? De la zone de sécurité La zone de sécurité. C'est une proposition commune Royaume-Uni-Allemagne devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui, mais d'abord, elle a été rejetée. Pour sécuriser, le départ des Afghans qui souhaitent effectivement rejoindre l'Europe, par exemple. Mais d'abord, elle a été rejetée dès hier soir ou dès ce matin par un des responsables des talibans qui a expliqué que le nouveau régime ne s'opposerait pas au départ des Afghans dès lors qu'ils disposeraient d'un passeport et d'un visa pour quitter leur pays. Ensuite, créer une zone de sécurisée. Mais qui va la sécuriser? On va envoyer des forces françaises à nouveau en Afghanistan pour... Vous vous y opposeriez? Non, mais disons qu'on a le droit d'être sceptique sur l'efficacité de cette proposition. La deuxième proposition que le président de la République a mise en avant, c'est la coopération avec les pays voisins. Parce que c'est vrai que beaucoup d'Afghans ont quitté d'ores et déjà ou vont quitter l'Afghanistan par la voie terrestre. Et donc, ils vont aller en Iran, au Pakistan, dans les anciennes républiques soviétiques qui se situent au nord de l'Afghanistan. Là aussi, la coopération, on ne peut qu'être interrogatif. Le Pakistan, par exemple, n'a pas signé la Convention de Genève sur les réfugiés. Donc, il n'est pas tenu par l'article 33 de cette Convention qui interdit le refoulement en Afghanistan. Donc, je ne suis déjà pas certain que beaucoup d'Afghans désireux de quitter l'Afghanistan et de fuir le régime des talibans iront se précipiter au Pakistan. Il y en a déjà pas mal pourtant, hein. Vous le savez, Patrick Stefanini. Oui, mais bon. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire coopérer avec ces régimes? La responsabilité en la matière, elle incombe à une agence spécialisée des Nations Unies qu'on appelle le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et qui, en effet, partout dans le monde, fait fonctionner des camps de personnes ayant fui leur pays. Mais ensuite, ce haut commissariat, il va nous demander si nous sommes d'accord pour accueillir une partie de ces réfugiés. Ça a un nom précis, ça s'appelle la politique de relocalisation, c'est-à-dire qu'on prend des réfugiés pour les transférer vers les pays occidentaux. Là-dessus, le président de la République n'a pas été très précis. Et enfin, il nous a annoncé une initiative franco-allemande. Mais cette initiative franco-allemande, d'abord, je rappelle que l'Allemagne est en pleine période électorale, que le parti au pouvoir en Allemagne ne se porte pas très bien dans les sondages, que Angela Merkel est en train de faire sa tournée d'adieu. Je ne suis pas certain que l'Allemagne soit très disposée à s'engager de façon ferme sur quelque politique que ce soit dans ce domaine. Et surtout, au fond, le président de la République, il sait très bien que la France est le maillon faible de l'Union européenne actuellement en matière de fonctionnement de la politique d'asile. Parce que on va y revenir. Et il cherche à le masquer. Il est naïf quand il dit... Non, il n'est pas naïf du tout. Il cherche, et il sait très bien que la France est le maillon faible aujourd'hui dans l'Union européenne en matière d'asile, en matière de traitement
des réfugiés. Et il cherche à masquer cette faiblesse. Il cherche à masquer cette faiblesse parce qu'il sait, je vais être très concret, il sait que les Afghans, ils ont un objectif principal, c'est d'aller au Royaume-Uni. Et pour aller au Royaume-Uni, il faut passer par Calais. Et donc, si nous avons un afflux de réfugiés afghans par la voie terrestre dans les mois qui viennent, ça finira par se voir, et par se voir singulièrement en France, et notamment à Calais. On revient un peu. D'abord, vous dites le pouvoir taliban, porte-parole, a dit non à la zone de sécurité. Il faut reconnaître le pouvoir taliban ou pas ? La France ne reconnaît pas les gouvernements, elle traite avec les États. Donc, il y a un État Afghanistan. Il faut le reconnaître. Et nécessité fait loi. En tout cas... les talibans qui promettent une version inclusive de leur loi islamique. Nous verrons. On peut les croire ou pas ? Je vous ai dit au début de notre entretien qu'il fallait faire preuve de vigilance. Justement, c'est pour ça que je vous relance dessus. Il faut faire preuve de vigilance. Ça n'est pas nous qui avons formulé la proposition de création de cette zone sécurisée, c'est le président de la République. S'il veut créer une zone sécurisée en Afghanistan, il va falloir qu'il parle avec les talibans. Comment vous qualifiez ce régime ? Au fond, nous ne le savons pas, parce que nous ne savons pas ce que sont les talibans d'aujourd'hui. Nous savons que les talibans, il y a quelques années, et c'est ce qui leur a été reproché par les Américains, et ce qui a conduit les Américains à intervenir en Afghanistan et à les chasser du pouvoir. Les talibans avaient fait preuve d'une faiblesse tout à fait coupable vis-à-vis d'organisations terroristes, et notamment vis-à-vis d'Al-Qaïda. Est-ce que ce sera le cas désormais ? Nous ne le savons pas. Donc il appartient aux autorités internationales, et en ce qui concerne la France, au président de la République, de faire preuve de vigilance sur ce point. Alors justement, est-ce que l'arrivée des réfugiés afghans, déjà 1500 plus 2500, d'autres souhaitent le président, parce que c'est l'honneur de la France, est-ce que c'est une menace pour la sécurité nationale ? C'est très difficile de distinguer en la matière le risque migratoire et le risque sécuritaire. Et nous l'avons vu tout de suite, au fond, puisque dès les premières arrivées en France de personnes que nous avons évacuées parce qu'elles avaient coopéré avec les autorités françaises ou parce qu'elles étaient ce qu'on appelle des combattants de la liberté, des artistes, des intellectuels, des journalistes, des avocats, dès la première arrivée, nous avons constaté, avec l'affaire des 5 Afghans qui ont été interpellés à Noisy-le-Grand, que certains d'entre eux, manifestement, d'après les informations dont disposaient les services de renseignement français, avaient des liens... Ils ont été repérés, précisément. Avaient des liens. La DGSI a fait parfaitement son boulot. Ça devrait vous rassurer. Ça me rassure au cas particulier. Mais par définition, si des personnes sont passées à travers les mailles du filet de la DGSI ou de la DGSE, ni vous, ni personne, ni moi, ne le savons. Donc je ne suis qu'à moitié rassuré. Je ne suis qu'à moitié rassuré. Vous savez, il n'y a pas de risque zéro, Patrick. Non, bien sûr. Si la France veut exercer ce que Emmanuel Macron, d'ailleurs, a qualifié d'obligation presque constitutionnelle. Mais elle l'est sur ce point. Sur ce point, il a raison. Non, il n'y a pas de risque zéro. Et le point sur lequel sur lequel j'ai une nuance avec le président de la République, c'est que dans son intervention d'hier, il a semblé distinguer le risque migratoire du risque sécuritaire. Mais ces deux risques qui sont intimement liés. Et d'ailleurs, nos services de sécurité, aux frontières extérieures de l'Union européenne, vous n'avez pas d'un côté des agents de l'immigration qui s'intéressent aux personnes qui se présentent du point de vue de leur profil migratoire, puis à côté de ça, des policiers ou des gendarmes qui s'intéressent à leur profil sécuritaire. Ce sont les mêmes agents qui font le contrôle. Et on se sert de fichiers qui, en tout cas, il faut l'espérer, doivent être mis en commun. C'est-à-dire que les personnels qui, à la frontière extérieure de l'Union européenne, vont contrôler les candidats à l'entrée sur le territoire européen, ils vont se servir à la fois de fichiers classiques de sécurité et en même temps de fichiers qui permettent de repérer les antécédents migratoires des intéressés. Donc les deux problématiques, elles sont intimement liées. Juste un mot, et on reviendra à la politique migratoire, vos propositions. Mais Sandrine Rousseau, qui est candidate à la primaire écologie, Europe Écologie Vert, a dit qu'il valait mieux accueillir des talibans dangereux en France pour pouvoir les contrôler plutôt que de les laisser là-bas. C'est juste ahurissant. Enfin, on lui laisse la responsabilité de ses propos. Je crois qu'elle a dit aussi qu'elle préférait
les femmes qui jettent des sorts à, je sais plus. C'est un autre sujet. Oui, c'est un autre sujet. Mais enfin, ça dit un mot. Ça dit quoi? Bon, ça dit le degré d'irresponsabilité de certains de nos responsables politiques, alors même qu'ils prétendent être candidats à la magistrature suprême. Alors justement, Gabriel Attal, à propos de Valérie Pécresse, a dit que c'est la candidate du Yaka Faucon. Hein. Oui. Et vous dites, Emmanuel Macron, c'est le candidat qui est comme une poule devant un couteau en matière régalienne. Quand on est au pouvoir, c'est vrai que c'est plus compliqué de gérer la complexité des questions, y compris celle de l'immigration, que quand on est dans l'opposition où on lance des réformes, par exemple sur le droit d'asile. Dans le débat, après, ça va être compliqué. Pourquoi comme une poule devant un couteau ? Parce que les Français s'en sont bien rendus compte. Le président de la République, tout son parcours personnel avant d'être élu président de la République, ne l'avait guère frotté aux questions régaliennes. C'était un financier. S'il a gagné d'ailleurs l'élection présidentielle en 2017, c'est parce que venant de la gauche, il est venu se situer, s'agissant des questions économiques, plutôt sur le terrain de la droite. Pardon, c'est un financier. C'est pas la première fois que je vous entends dire ça. Oui. Le fait qu'il ait travaillé à la Banque Rothschild, c'est un sujet, c'est un axe de. Non, mais ça veut dire qu'il n'avait pas été confronté dans sa vie professionnelle, ni même dans sa vie politique, il n'avait guère été confronté aux questions régaliennes. Et il n'a pas manifesté non plus, depuis le début de sa présidence, un intérêt excessivement marqué pour ces questions. Il a échoué sur ces sujets ? Oui, il a échoué, il a largement échoué sur ces sujets. Si on prend les questions de sécurité, vous savez que ce qui caractérise notre pays depuis quelques années, c'est une montée extrêmement forte des violences contre les personnes. Et ça, tous nos concitoyens en sont les témoins. Et vous savez que périodiquement, l'actualité est marquée par soit des attentats terroristes, soit par, et quelque part ça inquiète aussi nos concitoyens, par des violences, et notamment des violences gratuites contre les personnes. Quant au sujet d'immigration, le président de la République a échoué sur 2 points, qui sont 2 points très importants. Il a échoué à obtenir la révision des accords de Dublin, qui ne fonctionne plus aujourd'hui et qui, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, font de la France le maillon faible de l'Union européenne en la matière. Et il a échoué à obtenir la révision de la directive retour. Et vous avez en tête, comme nous, comme moi, comme tous les Français, l'exemple de ce ressortissant tunisien qui, au mois de septembre de l'année dernière, a quitté la Tunisie et rentré en Italie sans coup férir. Et là, en application de la directive retour, s'est vu invité non pas à repartir en Tunisie, mais à quitter de lui-même le territoire de l'Union européenne. Il a choisi d'aller à Nice et on connaît la suite. En quoi est-ce que Valérie Pécresse serait plus crédible et compétente en matière régalienne ? D'abord parce qu'elle s'est toujours intéressée à ces sujets. Donc je reviens, voilà. Elle s'est toujours intéressée à ces sujets. Elle a toujours formulé en la matière des propositions et des propositions fortes. Et puis parce que, comme présidente de région, à la tête de la région Île-de-France, elle a pris un certain nombre d'initiatives. Vous savez que la sécurité n'est pas une compétence obligatoire des régions, mais Valérie Pécresse a forcé la porte, on en avait beaucoup parlé pendant les régionales. Mais... Et elle a fait des choses très intéressantes en la matière. Elle a beaucoup aidé des grands services publics que tous les habitants de la région Île-de-France connaissent, la SNCF et la RATP, à recruter des personnels de sécurité. Et ce faisant, elle a montré que non seulement elle portait un intérêt marqué à ces sujets de sécurité, mais qu'elle passait aux actes. Alors, dans cette rentrée, elle cible prioritairement Emmanuel Macron. Elle a fait un discours à Brive samedi, pas le copie, etc. Elle a été très vindicative, mais c'est Xavier Bertrand, d'abord son adversaire. Mais à droite. Il est candidat. Il dit qu'il sera candidat jusqu'au bout. Et Valérie Pécresse veut être candidate de la droite à la présidentielle. Valérie Pécresse, le 22 juillet au soir, dans son annonce de candidature sur TF1, si j'ai bonne mémoire, elle a dit qu'elle était candidate à l'élection présidentielle. Oui, mais il faut passer le cap d'abord de... De quoi ? De quoi ? Eh bien, du fait qu'elle veut être candidate, la seule candidate de la droite, sinon... Oui, bien sûr. Si avec Xavier Bertrand, vous êtes d'accord ? Elle ne pourra pas gagner ? Bien sûr, nous sommes d'accord là-dessus. Mais nous faisons également le constat
que pour l'instant, les règles du jeu ne sont pas définies. Les règles du jeu ne sont pas définies. Nous ne savons pas, au moment où nous parlons, s'il y aura une primaire. Valérie Pécresse souhaite cette primaire. Elle a même signé, il y a un mois ou un mois et demi, une tribune avec plusieurs autres candidats. Dont Laurent Wauquiez, qui n'est plus candidat. Oui, il n'est plus candidat. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour Valérie Pécresse, le retrait de Laurent Wauquiez? Écoutez, c'est une décision qui concerne d'abord Laurent Wauquiez. Et moi, je ne veux pas croire. Au fond, il y avait 2 candidats qui ont renoncé, 2 candidats potentiels. Il y a Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Oui. Ils avaient tous les 2 signé cette tribune en faveur de l'organisation d'une élection primaire au mois de juillet. Et du coup, ça affaiblit le principe même de la primaire? Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas, Elisabeth, pour 2 raisons. D'abord, je ne peux pas croire un instant que Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, qui étaient favorables à la primaire il y a un mois ou un mois et demi, auraient changé de position au seul motif qu'ils ont décidé de ne pas être candidats. Vous êtes sûr quand vous dites ça? Mais je suis sûr d'une chose, c'est que Bruno Retailleau s'est déjà prononcé pour le maintien de l'élection primaire. Force est de constater qu'aucun candidat ne s'impose à droite. Force est de constater qu'aucun candidat ne s'impose à droite. C'est signé Laurent Wauquiez. Ça cible ceux qui sont précisément candidats. Mais c'est au contraire un argument extrêmement fort pour organiser une vraie compétition, pour organiser une primaire. Donc je ne veux pas croire que Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau vont se dédire. Et puis deuxièmement, Elisabeth, il n'y a pas de petits candidats, parce que je sens monter cette musique orchestrée manifestement par certains, savoir que la primaire n'aurait plus aucun intérêt parce que Valérie Pécresse serait confrontée à des candidats qui ne sont pas de son niveau. Mais ça sort d'où, ce raisonnement? Il n'y a pas de petits candidats. Il y a des hommes, je pourrais dire des hommes et des femmes, mais pour l'instant, en dehors de Valérie Pécresse, il n'y a que des hommes. Voilà, Michel Barnier. Il n'y a que des hommes. Il y a des hommes qui ont exprimé leur intention d'être candidats. Ils ont leur talent, ils ont leur expérience, ils ont leur conviction. Oui. Laissons-les. Donc ça aurait de la gueule, pardon, pour parler familièrement. Mais ça aurait une primaire avec Valérie Pécresse et ceux qu'on a cités. Mais ça aurait de la gueule. Ça aurait de la gueule pour un parti qui a vu s'aligner à la primaire précédente messieurs Sarkozy, Fillon, Juppé. Évidemment, je ne cite pas tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que le changement de génération en politique, c'est difficile? Je vous pose la question. Non, mais écoutez, moi je vous ai répondu, il n'y a pas de petits candidats. Et par ailleurs, il y a une aspiration massive des Français de droite, des électeurs de la droite et du centre, pour que la compétition soit organisée. Il y a 66%. On verra. Aujourd'hui, il y a 66% des Français de la droite et du centre qui souhaitent que la compétition soit organisée. Et puis, je vous pose une dernière question. Et moi, j'ai deux questions. Je vous pose une dernière question. Moi qui les pose quand même. Bon, mais de quoi aurait l'air la direction des Républicains si elle renonçait à organiser la compétition? Elle espère qu'avec la grande enquête que lance aujourd'hui l'IFOP, un candidat se dégage et prenne l'avantage. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux cette procédure? Enfin, en tout cas, c'est pas sérieux de penser que l'enquête qui va être lancée aujourd'hui puisse départager Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Michel Barnier et les autres. Encore 2 questions. Oui. Patrick Stefanini. Éric Zemmour a dit ce week-end qu'en 2050, la France sera à moitié islamique. On voit bien le jeu d'Éric Zemmour, qui n'est pas encore candidat, mais bon, voilà, qui fait monter la sauce, le désir. D'abord, cette déclaration, elle est sérieuse? Non, c'est une déclaration. Éric Zemmour, c'est un polémiste. Donc, il va essayer, je ne sais pas s'il sera ou pas candidat en définitive à l'élection présidentielle, mais s'il l'est, il va essayer de faire vivre sa campagne sur des polémiques. Et en faisant ce type de déclaration, évidemment, il attise la politique. Moi, j'ai 2 différences extrêmement forte avec Éric Zemmour. La première, c'est que je suis un Européen convaincu, alors que lui ne croit pas que l'Union européenne puisse nous aider à résoudre les problèmes migratoires. Moi, je pense que l'Europe n'est pas nécessairement la solution, mais qu'elle peut être un élément de la solution. La deuxième différence, c'est qu'au fond, moi, je crois que les États, en faisant jouer leur souveraineté, peuvent résoudre les problèmes migratoires. Alors que Éric Zemmour, il décrit une situation apocalyptique dans laquelle nous serions par définition réduits à l'impuissance. Nous ne le sommes pas. Vous aviez été approché par Éric Zemmour pour être son directeur de campagne. Oui. Vous aviez refusé. Vous êtes auprès de Valérie Pécresse. On vous recevra très prochainement. Et Valérie Pécresse aussi est candidate. Il sera candidat ou pas, Zemmour? Je l'ignore. Non, mais votre intuition, votre sens politique vous fait dire que... Manifestement, il en a une furieuse envie. Mais de là à passer définitivement aux actes, je ne sais pas. Vous ne le souhaitez pas. Pour votre camp, on peut dire ça comme ça,
Mais non, la Merci. question n'est pas celle-là. La question, c'est que, et je le lui ai dit, la candidature d'Éric Zemmour, c'est une candidature qui sert Emmanuel Macron. Merci beaucoup Patrick Stefanini d'avoir été ce matin sur LCI. Dans un instant, eh bien, la météo de Guillaume Braslica.